Bonjour à tous. Nous sommes le lundi 15 janvier, le 5 du mois de Shvat. Et bien que euh, je- la paracha dont je veux parler est passée euh, il y a 10 jours, je souhaiterais consacrer cette vidéo à la fille de Pharaon. Donc, c'est la paracha des Shemot et plus exactement le chapitre 2. Et euh, elle apparaît au verset 5 une fois que on nous annonce que Myriam a mis le berceau, la boîte, dans le fleuve. Je vous lis en français d'après la traduction du rabbinat. Or la fille de Pharaon descendit pour se baigner vers le fleuve, ses compagnes la suivant sur la rive. Elle aperçut le berceau parmi les roseaux et envoya sa servante qui alla le prendre. Elle l'ouvrit, elle y vit l'enfant. C'était un garçon vagissant. Elle eut pitié de lui et dit, c'est quelques enfants des Hébreux. Sa sœur dit à la fille de Pharaon, faut-il t'aller quérir une nourrice parmi les femmes hébreux qui t'allaiteraient cet enfant? La fille de Pharaon lui répondit, va. Et la jeune fille alla quérir la mère de l'enfant. La fille de Pharaon dit à celle-ci, emporte cet enfant et allaite-le moi, je t'en donnerai le salaire. Cette femme prit l'enfant et l'allaita. L'enfant, devenu grand, elle le remit à la fille de Pharaon, et il devint son fils. Elle lui donna le nom de Moïse, disant, parce que je l'ai retiré des eaux, c'est le verset 10, on verra le verset 11 dans 2 minutes. Euh, je voudrais m'attarder sur la fille de Pharaon qui, dans les chroniques, euh, on nous dit que son nom est Patia. Et si on se remet dans les circonstances de son intervention, eh bien, c'est un génocide contre les mâles juifs et hébreux que Pharaon a décrété. Ce n'est pas un, comment dirais-je, il est sérieux, il va absolument tuer tous les bébés juifs, mâles, et garder les filles uniquement, et il a tout le pouvoir dans euh, dans cet empire totalitaire, qui est la première puissance mondiale. Et voilà que à l'intérieur de ce palais, la fille de Pharaon, quand elle voit euh, le berceau, mettons, le petit bateau dans lequel Moshe était, elle sent de la compassion pour lui et elle décide de le prendre dans le palais pour essayer de valoriser cette action de la fille de Pharaon. C'est un petit peu comme si la fille d'Hitler ou de Staline ou de Khomeini ou de Khamenei d'aujourd'hui décidait euh, d'adopter un bébé juif et de l'élever alors que pas besoin de s'étendre sur Hitler, Staline et Khomeini. Donc c'est quelque chose d'absolument insensé. Et je me suis dit que on a tellement l'habitude de lire cette histoire, we take it for granted, on dit en anglais. On est habitué à cette histoire et comment est-ce que la fille de Pharaon réagit, mais c'est absolument pas évident. Euh, le Rav Foreman euh, dit que dans la vie, il y a souvent des situations dans lesquelles il y a quelqu'un qui est violent, qui est abusif, vis-à-vis d'autrui. Donc, il y a la personne qui est le perpétrateur de violence, il y a la personne qui subit la violence, et ensuite, il y a souvent une troisième catégorie de personnes qui est celui qui voit ce qui est en train de se passer, qui voit l'abuseur abusant l'abuser,
et qui peut peut-être faire quelque chose ou décide de dire ou pense non, non, c'est dangereux, c'est pas mes oignons, et qui va tout simplement passer à côté et d'une certaine manière se rendre complice indirect de l'abuseur, n'est-ce pas? Je ne vais pas m'étendre, pardon, sur le sujet, mais c'est un phénomène qui est récurrent, qu'on peut trouver dans des classes, qu'on peut trouver dans des groupes sociaux, etc., etc. C'est vraiment une problématique. Et il est vrai que dans certaines situations, si on voit, je ne sais pas, dans le métro parisien, quelqu'un se faire attaquer au couteau, ou même avec des points, c'est pas sûr que on ait le courage de d'essayer d'empêcher l'agresseur d'agresser la personne qui subit les coups, n'est-ce pas? Et là, la fille de Pharaon va faire preuve de d'un élan de générosité, de compassion absolument incroyable, qui est exprimé dans le Midrash de la manière suivante. Euh, et il faut voir le verset, euh, il faut voir le verset en hébreu que je vais vous lire. C'est la fin du verset 5. Va tere et ateva, betor hassouf. Donc la fille de Pharaon voit la boîte dans les joncs et vatishlach et amata vatikachea. Et elle envoya sa ama, c'est exprès que je ne traduis pas le mot, vatikachea, et elle prit la teva. Donc là, il y a deux manières de lire le verset. La manière du tchat, ama, c'est une servante, donc elle a envoyé sa servante prendre euh, la, la boîte en question, oui. Ou bien le Midrash qui va dire que en fait, ama, c'est le bras, et que le bras, il va inventer une histoire complètement dingue, comme quoi le bras de Bithia s'est agrandi. Oui, il avait une longueur normale, mais pour qu'elle puisse atteindre la Théva, ben son bras tout d'un coup a fait agrandi de 3 mètres ou de la distance qui était nécessaire pour pouvoir attraper la Théva. Donc, euh, il est clair que si c'était passé dans la réalité, elle aurait vraisemblablement eu un mouvement de surprise et de peur et elle serait peut-être partie en courant. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Mais que veut nous dire le Midrash? C'est que, en fait, c'est comme ça que le Rav Foreman l'explique, que la situation dans laquelle Bithia est une situation impossible, puisqu'elle est la fille de celui qui a ordonné la solution finale pour les mâles juifs, n'est-ce pas? Et donc elle va non seulement vouloir sauver un enfant juif, mais l'élever à l'intérieur du palais de Pharaon. C'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Oui, elle peut être dénoncée facilement, elle peut être mise à mort sans aucun problème. On ne sait pas combien de pharaons avaient de femmes et d'enfants. Je pense qu'il n'aurait eu aucune difficulté à mettre à mort sa fille pour avoir fait ce qu'elle a fait. Donc elle a pris un risque absolument insensé. Maintenant, ce n'est pas uniquement ce risque-là qu'elle a pris. Euh, et pour ça, je veux revenir au verset 10 et ensuite passer au verset 11. Donc le verset 10, c'est l'enfant devenu grand, donc la mère de Moshe. Elle le remit à la fille de Pharaon, il devint son fils. Elle lui donna le nom de Moïse, disant, parce que je l'ai retiré des eaux. Verset 11. Donc là, on ne sait pas, à la fin du verset 10, quel âge a Moïse, on ne sait pas, 2 ans, 3 ans, ça c'est un petit, un tout petit. Et le verset d'après, on saute dans le temps, oui. Or, en ce temps-là, Moïse ayant grandi, alla parmi ses frères et fut témoin de leurs souffrances, oui. Euh, c'est le verset 11 en hébreu. euh,
Une petite seconde. C'est pas parmi, c'est Vayetse El Echav. Il est sorti vers ses frères. Et la question qui se pose immédiatement, c'est mais d'où savait-il que c'était ses frères? Bonsoir, bonsoir. Il a grandi au palais de Pharaon, donc il a dû recevoir une éducation d'un prince d'Égypte. C'est le film que je n'ai pas vu, mais on peut penser que c'est ce qui s'est passé. Donc, comment savait-il que, en fait, il n'était pas véritablement égyptien, mais qu'il était le fils d'Hébreu? Et non seulement comment le savait-il, mais comment s'est développée en lui cette volonté d'agir envers ses frères, etc., comme on va le développer dans 2 minutes. Eh bien, le Rav Foreman suggère que c'est Bathia, la fille de Pharaon, qui l'a élevé on ne sait bien entendu pas comment, mais de manière, est-ce que c'est double personnalité euh, et en tant que prince égyptien, mais en lui faisant bien prendre conscience qu'il n'était pas égyptien, qu'il était hébreu et qu'elle l'avait sauvé, etc., etc. Ce qui, pour la parenthèse, ça me fait penser à bien entendu, tous les Anoussim, les Maranes, etc., et pendant la Shoah, les enfants qui ont été cachés et qui ensuite euh, gardés en tant que chrétiens dans certaines familles. Donc, c'est pas ça que Batia, euh, elle s'est battue visiblement pour que Moshe ait une éducation juive, si je peux me permettre de formuler ça de cette manière-là. Comment? Le texte ne nous le dit pas, mais la preuve en est que quand un certain temps s'écoule et que Moïse sort du palais, il va vers ses frères. C'est lui qui initie ce mouvement vers ses frères. Maintenant, qu'est-ce que la Torah nous raconte sur Moshe? Avant l'épisode du buisson ardent, elle nous raconte 3 histoires. La première, celle qui se passe à la fin du verset 11, quand il y a un Égyptien qui tape un Hébreu, et donc euh, Moïse prend sa défense et tue l'Égyptien et l'enterre dans le sable, premièrement. Le lendemain, 2 Hébreux qui se tapent les uns sur les... Enfin, un qui tape sur l'autre, il intervient également. Et vous savez ce qui se passe, il est contraint de fuir d'Égypte et il arrive à Midian, il va bien entendu à l'endroit où on va à l'époque, qui est le puits, et à la famille d'histoire avec les filles de Yitro, qu'on ne laisse pas euh, puiser, que les bergers, les autres bergers sont anti-Yitro, et alors qu'il n'est elles ne sont pas. Il a quitté l'Égypte, elles sont ni égyptiennes, ni hébreux, ni rien du tout, mais il ne peut pas rester insensible devant une situation où il y a des perpétrateurs qui veulent faire du mal à des innocents, et euh, il intervient c'est le trait de caractère euh, de Moshe qui est un des traits de caractère le plus fort à mes yeux et qui lui vient de Bithia. Le Rav Forman dit que il considère que dans l'éducation que la fille de Pharaon a donnée à Moshe, ce sentiment de responsabilité vis-à-vis de n'importe qui souffre, qui est en position de euh, détresse, et de ne pas rester indifférent et de s'éloigner, ça provient de Bithia. C'est un des messages principaux qu'elle lui a fait passer.
Le mot qu'emploie le texte de la Torah pour décrire l'action de Moshe euh, pour protéger les filles de Yitro, c'est les mots suivants, Vayakom Moshe Vayoshian, Vayash Ketsonan. C'est-à-dire que Moshe s'est levé et les a sauvés. Moshe, c'est le sauveur par excellence, celui qui a été sauvé par la fille de Pharaon et celui qui va sauver. Oui, c'est dans son ADN. Et le summum, à mon sens, de, de ce caractère sauveur de Moshe, c'est dans l'épisode du veau d'or, quand Akadosh Baruch Hu veut, d'après le texte, effacer totalement, détruire totalement le peuple d'Israël, et que Moshe parvient à empêcher ce dessein néfaste de se réaliser, oui, et il va sauver le peuple, oui, et peu importe, là c'est dans une situation où ce n'est même pas, entre guillemets, des abuseurs, c'est Akadosh Baruch Hu qui a de bonnes raisons d'être en colère contre le peuple, oui. C'est pas qu'il il a une crise une crise de colère. Il a de bonnes raisons. Mais malgré ça, Moshe conçoit son rôle comme étant le protecteur, le sauveur des Béné Israël, oui, et pas uniquement des Béné Israël quand c'est nécessaire. Et voilà, j'arrête là cette vidéo.